Chunk 1. N'avais pas vraiment suivi d'entraînement et j'avais transpiré pour perdre 15 livres afin d'être un poids welter. Je l'écoutais l'autre jour. On aurait dit une assez bonne dernière chanson, For the Good Times. Lorsque Chris Christopherson est décédé septembre 2024, le monde a pleuré une légende de la country. Mais un an plus tard, des détails choquants font surface sur ce qui s'est réellement passé au cours de sa dernière décennie. Pendant 10 ans, les médecins lui ont dit qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Ils lui ont donné des médicaments puissants qui ont empiré son état. Sa famille l'a vu disparaître sous leurs yeux. Puis, 2016, tout a changé avec un simple test. La vérité sur son état n'était pas seulement une faute professionnelle médicale, et c'était une tragédie qui l'a privé de ses dernières années de scène et a presque détruit son héritage. Chris Christopherson est né le 22 juin 1936 à Brownsville, au Texas, une ville située juste à la frontière mexicaine. Sa mère était Marianne Ashbrook et son père était Lars Henry Christopherson, un général de l'US Air Force d'origine suédoise qui est devenu plus tard major général et a travaillé pour Saudi Aramco après sa retraite. Chris a grandi tant qu'enfant de l'Air Force, déménageant constamment au gré des affectations militaires de son père à travers l'Amérique. La vie disciplinée a façonné son caractère, mais elle a également créé des tensions. Son père l'a poussé avec acharnement vers une carrière militaire, une voie que Chris n'a jamais vraiment souhaitée. Lorsque la famille s'est finalement installée à San Mateo, Californie, au début de son adolescence, il a emporté avec lui le sentiment d'errance et de déplacement qui allait plus tard imprégner ses chansons. À l'âge de 11 ans, Chris a montré une facette de lui-même que personne n'attendait. Il a écrit sa première chanson, intitulée sans détour I Hate Your Ugly Face. Je déteste ton vilain visage. Les paroles étaient étonnamment acerbes pour un enfant, notamment le vers. La plupart des amoureux, au cœur brisé, souhaitent le bonheur à leurs amours. J'espère juste que tu es misérable, espèce de pauvre type. C'était le genre d'humour noir qui se démarquait des simples vers que la plupart des enfants de son âge pouvaient écrire. Des décennies plus tard, 2009, il l'a incluse comme bonus sur son album Closer to the Bone. Cette petite chanson laissait entrevoir l'esprit et l'honnêteté qui allaient définir sa carrière comme l'un des conteurs les plus audacieux de la musique country. À l'école, Chris a prouvé qu'il n'était pas seulement doué avec les mots. Au lycée de San Mateo, puis au Pomona College, il était un athlète puissant. Il est devenu boxeur Golden Gloves, participant à des combats éliminatoires et mettant même des adversaires KO avant d'être lui-même vaincu à Pomona. Ses talents étaient si variés que Sports Illustrated l'a présenté dans son numéro du 31 mars 1958 dans la rubrique « Visage dans la foule ». Ils l'ont décrit comme un jeune homme qui jouait au rugby et au football universitaire, boxait, éditait la section sportive du journal de l'université, chantait de la musique folk, remportait des prix d'écriture et était un cadet rock exceptionnel. Sur le terrain de football, il jouait comme ailier gauche titulaire, bien qu'il ait admis qu'il était plutôt lent mais petit. Au rugby, lui et ses camarades de classe ont relancé le club de rugby de Claremont College, qui est devenu une institution durable Californie du Sud. Même avec tout le temps qu'il passait au sport, Chris excellait classe. Chunk 2. Il a obtenu son diplôme de Phi Beta Kappa de Pomona, 1958, obtenant un baccalauréat S.Art, summa cum laude, littérature. Il a étudié l'écriture créative avec le Dr. Frederick Sontag, un mentor qui l'a profondément influencé. Pendant son séjour à Pomona, il a participé au concours de nouvelles collégiales de l'Atlantic Monthly et a remporté 4 des 20 prix offerts. Un exploit remarquable. 2 de ses essais gagnants, The Rock et Gone Are the Days, ont même été publiés dans le magazine. The Rock décrivait une caractéristique géographique forme de corps de femme, tandis que Gone Are the Days explorait les conflits raciaux. Ses premières œuvres ont montré qu'il n'avait pas peur d'aborder des thèmes sociaux difficiles. Son succès lui a valu une bourse Rhodes,
l'une des distinctions universitaires les plus prestigieuses au monde, décernée à seulement 32 étudiants américains 1958. Le fait de passer du Texas à la Californie, puis à l'Université d'Oxford, Angleterre, a donné à Chris un mélange culturel rare. Enfant à Brownsville, il passait ses samedis à regarder des westerns et à monter son premier cheval, s'imprégnant de la culture cowboy. Californie, il s'est immergé dans la poésie et la littérature, particulier les œuvres de William Blake, qu'il a plus tard qualifié de merveilleux exemples pour quelqu'un qui voulait être un artiste. Ce mélange de courage, de cow-boy et de réflexion philosophique allait devenir l'épine dorsale de sa musique. Un mélange d'honnêteté brute et de pensée profonde qui le distinguait des autres auteurs-compositeurs. Au Merton College d'Oxford, Chris a obtenu sa maîtrise littérature anglaise seulement 2 ans. Il avait même prévu une 3e année pour écrire une thèse sur l'influence de l'Ulysse de James Joyce sur William Blake, bien qu'il ne l'ait jamais terminée. Pendant ses études, il a joué de la musique folk sous le nom de Chris Carson et a signé avec Top Rank Records de Larry Parnes, qui l'a promu tant que Yank à Oxford. Sa réussite scolaire à Oxford a égalé sa motivation athlétique. 1959, il a obtenu un Full Blue, la plus haute distinction sportive d'Oxford, tant que boxeur poids moyen léger lors du match universitaire contre Cambridge. Il s'est entraîné au célèbre pub Thomas à Becket à Londres, où le champion poids lourd Henry Cooper s'entraînait. Cooper se souvenait plus tard de lui comme d'un gars charmant qui aimait la boxe. Même temps, il jouait au rugby pour Merton College. Mesurant 5'11" et pesant 164 livres, Chris avait la constitution parfaite pour les 2 sports. Des années plus tard, il a déclaré que la boxe à Oxford était l'une des meilleures expériences de sa vie. 1961, Chris a suivi les traces de son père et s'est engagé dans l'armée américaine. Il a terminé la formation exigeante de Ranger School, ce que seuls environ 3% des soldats accomplissent, et a suivi une formation de pilote d'hélicoptère à Fort Rucker, Alabama. Post-Allemagne de l'Ouest, avec la 8e division d'infanterie, il a atteint le grade de capitaine à l'âge de 29 ans. Même uniforme, son amour pour la musique n'a jamais disparu. Il a joué dans un groupe avec d'autres soldats dans des clubs de service à travers l'Allemagne. Il s'est même porté volontaire pour servir comme pilote d'hélicoptère au Vietnam, mais cela lui a été refusé. Son père avait espéré une carrière militaire à vie, mais Chris avait d'autres plans. Chunk 3. 1965, il a stupéfié tout le monde démissionnant de son poste. L'armée lui avait offert un poste d'enseignement prestigieux à West Point, où il devait enseigner la littérature anglaise aux cadets. C'était le genre d'emploi qui promettait une promotion rapide et un avenir sûr. Mais après seulement 2 semaines à Nashville, s'imprégnant de la scène musicale country de la ville, il a décidé que la vie militaire ressemblait à l'enfer. Ses parents, particulier son père, étaient horrifiés. Il a renoncé à la promesse d'une promotion au grade de major et à un salaire stable pour travailler comme concierge au Columbia Studios à Nashville. Le jour, il balayait les planchers et vidait les cendriers. La nuit, il se mêlait aux musiciens, glissant ses chansons chaque fois qu'il avait l'occasion. Il a comparé plus tard Nashville dans les années 1960 au Paris des années 1920, un endroit où les gens restaient éveillés pendant des jours juste pour écrire de la musique. Dès sa première semaine, il a écrit 4 chansons. Il a appelé cela son salut, une bouée de sauvetage après la vie rigide qu'il avait laissée derrière lui dans l'armée. 4 ans plus tard, il a fait l'un des gestes les plus audacieux de l'histoire de la musique. 1969, il a fait atterrir un hélicoptère sur la pelouse de Johnny Cash pour livrer des bandes de démonstration. À l'époque, il pilotait encore pour des compagnies pétrolières louisianes et travaillait les week-ends avec la Garde nationale du Tennessee. Johnny Cash a plus tard plaisanté, disant que Chris s'était présenté avec une bière dans une main et une cassette dans l'autre, bien que Chris ait toujours précisé qu'il ne buvait jamais volant. Réalité, ni Johnny ni June n'étaient à la maison lorsque l'hélicoptère a atterri, mais l'histoire a attiré l'attention de Cash.
Peu de temps après, Cash l'a invité à se produire au Newport Folk Festival de 1969, ce qui a mené à l'enregistrement de Sunday Morning Coming Down. La chanson a atteint la première place 1970 et a donné à Kristofferson la chance qu'il poursuivait. Mais le succès n'est pas venu facilement. 1967, il avait signé avec Epic Records et sorti son premier single, Golden Idol, avec Killing Time Phase B. Le disque a complètement fait un flop, manquant les charts. Ce fut un coup dur, d'autant plus que d'autres artistes transformaient ses sons. Ces chansons à ses chansons, succès au même moment. Jody and the Kid de Roy Dusky, From the Bottle to the Bottom de Billy Walker et plusieurs enregistrements de ses chansons par Roger Miller grimpaient dans les charts. L'ironie était douloureuse. Ses mots rendaient d'autres personnes célèbres, tandis que sa propre voix restait inaudible. L'échec l'a forcé à continuer à piloter des hélicoptères Louisiane pendant la semaine, ne revenant à Nashville que les week-ends pour continuer à promouvoir ses chansons. Tout a changé juin 1970 lorsque Monument Records a sorti son premier album, Kristofferson. Le disque était profondément personnel, rempli d'une honnêteté brute sur la solitude, le rejet et la soif de liberté. Il comprenait des classiques futurs comme Sunday Morning Coming Down, Help Me Make It Through the Night et Me and Bobby McGee. Au début, l'album est passé presque inaperçu, même avec ses arrangements de cordes inhabituels qui se démarquaient de la production typique de Nashville. Chunk 4. Puis, Janis Joplin a enregistré Me and Bobby McGee pour son album Pearl, juste avant sa mort le 4 octobre 1970. Sortie après son décès, la chanson a atteint la première place du Billboard Hot 100 mars 1971. Elle est devenue seulement le deuxième single numéro 1 posthume dans l'histoire des États-Unis, après Sitting on the Dock of the Bay d'Otis Redding. Billboard l'a classée comme la 11e plus grande chanson de 1971 et des décennies plus tard, elle a été intronisée au Grammy Hall of Fame. Kristofferson a expliqué qu'il avait essayé de capturer le désespoir obsédant du film La Strada de Fellini lorsqu'il l'a écrit. La même année, Sammy Smith a enregistré Help Me Make It Through the Night. Sa version a dominé les charts country et a atteint la 8e place des charts pop, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. La chanson a valu à Kristofferson son premier Grammy Award de la meilleure chanson country 1971, prouvant que son saut de la vie militaire à l'écriture de chansons valait la peine. La victoire au Grammy lui a donné la liberté de cesser de faire des petits boulots et de se concentrer entièrement sur sa musique. Août 1973, il a épousé la chanteuse Rita Coolidge. Un mois plus tard, ils ont sorti leur album de duo, Full Moon. L'album est allé directement à la première place du classement des albums country de Billboard et leur a valu un Grammy de la meilleure performance vocale country par un duo ou un groupe. Leur chanson From the Bottle to the Bottom, écrite par Chris, a mis valeur leur harmonie naturelle, qu'ils comparaient souvent aux Everly Brothers. Ils ont enregistré 3 albums de duo ensemble, et la voix de Rita est apparue sur plusieurs de ses morceaux solos, y compris son plus grand succès, Why Me? Mais leur mariage n'a pas pu survivre à ces luttes croissantes avec l'alcool. Au cours des années 1970, Kristofferson buvait jusqu'à 1,5 bouteille de Jack Daniels chaque jour. Il a admis plus tard que c'était devenu de la tequila, puis tout ce qu'il pouvait trouver. Des histoires se sont répandues à Nashville selon lesquelles il buvait même pilotant des hélicoptères, bien qu'il ait nié avoir jamais fait cela. Sa réputation de grand buveur a presque coûté sa carrière et a mis fin à son mariage avec Coolidge. Le tournant est survenu 1976 lorsqu'il a filmé A Star is Born. Dans une scène, l'abus d'alcool de son personnage a conduit à la tragédie. Le regardant à nouveau, Kristofferson s'est rendu compte que la même fin pouvait facilement être la sienne. Il a décidé d'arrêter de boire pour de bon, admettant plus tard qu'il croyait autrefois que tous les artistes sérieux devaient être autodestructeurs.
1973, il avait déjà trouvé son plus grand succès personnel avec la chanson Why Me. Il l'a écrite après avoir assisté à un service du révérend Jimmy Roger Snow. Entendant Larry Gatlin chanter Help Me Lord, il a été ému aux larmes. Lorsque le pasteur a demandé si quelqu'un se sentait perdu, Christopherson s'est effondré et s'est agenouillé à l'autel, décrivant ce moment comme une libération de plusieurs années de culpabilité. Why Me est devenu son plus grand succès solo, atteignant la première place des charts country juillet et la 16e place des charts pop. Il est resté dans le Hot 100 pendant 38 semaines, égalant presque le record de 39 semaines de Johnny Mathis. Chunk 5. Avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, il a été certifié or et a terminé comme la 6e plus grande chanson de l'année. Au milieu des années 1970, Christopherson se tournait vers le cinéma. Son premier rôle au cinéma est survenu dans le projet chaotique de Dennis Hopper, 1971, The Last Movie, filmé au Pérou. Hopper, toujours sur sa lancée après le succès d'Easy Rider, avait reçu un budget d'1 million de dollars et un contrôle créatif total. Ce qui a suivi était un gâchis alimenté par la drogue qui a traîné pendant des mois et s'est effondré catastrophe, même s'il a gagné au Festival du film de Venise. Sa véritable percée à Hollywood est survenue 1976 avec A Star is Born, face à Barbara Streisand. Le film, réalisé avec un budget de 6 millions de dollars, a rapporté 80 millions. Amérique du Nord seulement, devenant le deuxième film le plus rentable de l'année. Christopherson a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie musicale ou une comédie, et le thème de l'amour de la bande originale, Evergreen, a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale. Presque du jour au lendemain, il est passé d'auteur-compositeur de Nashville à acteur principal à Hollywood. 1977, il a joué aux côtés de Burt Reynolds dans Semi-Tough, une satire sur l'obsession croissante de l'Amérique pour le développement personnel. Le film se moquait du mouvement controversé EST de Werner Erhard, choquant le public avec des scènes qui reflétaient les attitudes plus insouciantes de l'époque. Puis est venu Convoy 1978, un film d'action sur les camions réalisé par Sam Peckinpah. Son moment le plus mémorable a été l'explosion d'un vrai camion-citerne sur un pont au-dessus du fleuve Colorado. Une cascade si dangereuse qu'elle est devenue une partie de l'histoire du cinéma. Malgré le chaos de la production et un budget gonflé à 12 millions de dollars, il est devenu le plus grand succès au box-office de Peckinpah. 1980, Christopherson a pris le rôle principal dans Heaven's Gate, qui est devenu tristement célèbre comme l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire d'Hollywood. Avec un budget qui est passé de 11,6 millions à 44 millions, il n'a rapporté que 3,5 millions, perdant plus de 40 millions et détruisant presque United Artists Studios. Des allégations de maltraitance animale, de conditions dangereuses et une durée de 219 minutes ont laissé au film la réputation d'être l'un des échecs les plus coûteux du cinéma. Pour Christopherson, cela a marqué un fort ralentissement dans sa carrière d'acteur, le ramenant vers la musique. Ce retour à la musique a atteint un sommet 1934, lorsque Johnny Cash l'a invité, ainsi que Willie Nelson et Waylon Jennings, à se produire lors d'une émission spéciale de Noël suisse. La chimie entre les quatre était instantanée. Ils ont formé les Highwaymen et ont sorti leur premier album 1945. La chanson-titre Highwayman, écrite par Jimmy Webb, a atteint la première place des charts country et est devenue la 5e plus grande chanson country de l'année. L'album a été certifié platine, passant 40 semaines dans les charts et leur valant une nomination au Grammy. 1941, Chris Christopherson a sorti un album intitulé To the Bone. C'est arrivé à l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Il venait de vivre un divorce douloureux avec Rita Coolidge, décembre 1980, seulement quelques semaines après que sa carrière cinématographique se soit effondrée lorsque Heaven's Gate a été démoli par les critiques novembre.
L'album a été enregistré au Caribou Ranch dans le Colorado cet hiver-là, alors que son label Monument Records avait du mal à rester à flot. Il était rempli de chansons sur le chagrin d'amour et la perte. Chunk 6. Un morceau, Nobody Loves Anybody Anymore, a réussi à devenir un succès modeste, tandis qu'un autre, Daddy's Song, a révélé à quel point il souffrait d'être séparé de sa fille, Casey. Les critiques ont comparé l'honnêteté brute du disque à Blood on the Tracks de Bob Dylan. Même s'il a échoué commercialement, il a marqué un tournant. Kristofferson ne sortira pas d'autres albums studio avant 6 ans, ce qui fait l'un des disques les plus importants de sa carrière. 4 ans plus tard, sa carrière a été relancée d'une manière que personne n'avait prévue. 1945, il a rejoint Johnny Cash, Waylon Jennings et Willie Nelson pour former les Highwaymen. Leur premier album, Highwayman, a atteint la première place des charts country et y est resté toute l'année. La chanson-titre, écrite par Jimmy Webb, racontait une histoire obsédante de réincarnation à travers différentes vies à travers l'histoire. Elle était devenue leur chanson signature et leur seul succès numéro 1. Février 1986, l'album s'était vendu à un demi-million d'exemplaires et a été certifié or, allant finalement platine, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Le deuxième single, Desperados Waiting for a Train, a atteint la 15e place, prouvant que le succès du groupe n'était pas un coup de chance. Ensemble, ces 4 légendes étaient plus fortes qu'elles ne l'avaient été seules. Et la collaboration a fait connaître l'écriture de chansons de Kristofferson à une toute nouvelle génération de fans de musique country. 1990, The Highwaymen a sorti son deuxième album, Highwayman 2, qui est resté dans les charts country pendant 40 semaines et a grimpé jusqu'à la 4e place. L'album leur a valu une nomination au Grammy pour la meilleure collaboration country avec Chante. Des chansons comme Silver Stallion, qui a atteint la 25e place, et Born and Raised in Black and White ont exploré les thèmes du vieillissement, de l'amitié et du passage du temps. Kristofferson a contribué avec des morceaux comme Anthem 84 et Living Legend, qui reflétaient tous deux le poids de leur statut légendaire. L'album a prouvé que le groupe ne vivait pas seulement de nostalgie. Ils étaient toujours pertinents, créant toujours de la musique qui comptait et toujours capables d'émouvoir les auditeurs avec leur honnêteté. 1945, Kristofferson est revenu à un travail solo avec A Moment of Forever. Sorti sur Justice Records, un label indépendant, il était moins conflictuel que son précédent album politique, Third World Warrior, mais non moins passionné. Le morceau Johnny Lobo s'est démarqué comme un hommage à l'activiste amérindien John Trudell, montrant l'engagement continu de Kristofferson envers la justice et l'égalité. D'autres chansons, dont Worth Fighting For et Slouching Toward the Millennium, ont abordé des questions sociales avec poésie et détermination. Il a réussi à équilibrer l'activisme et l'art, atteignant un public qui aurait pu se détourner d'une musique de protestation plus manifeste, tout restant fidèle à ses convictions. Puis est venue une surprise à laquelle peu s'attendaient. À l'âge de 62 ans, Kristofferson s'est retrouvé dans une série de films à succès. 1998, il a été choisi pour incarner Abraham Whistler dans le film de super-héros Blade. Le rôle avait été écrit comme un mentor vieillissant et dur à cuire pour le chasseur de vampires de Wesley Snipes, et Kristofferson l'a fait vivre avec une autorité tranquille que les critiques ont saluée comme étant parfaite. Il est revenu pour Blade the South Country Dentist in 2002 et Blade Trinity 2004. Le succès des films l'a présenté à une génération plus jeune qui le connaissait non pas comme une légende de la country, mais comme le combattant chevronné guidant le héros. Cela a donné à sa carrière d'acteur un nouveau souffle, alors que la plupart auraient pensé que son temps à l'écran était derrière lui. Chunk 7. 2006, après plus d'une décennie sans écrire de nouvelles chansons, Kristofferson a sorti This Old Road. Produit par Don Was, l'album de 11 titres ne durait que 37 minutes, mais portait un poids énorme.
Dépouillé de presque tout sauf sa guitare, son harmonica et un petit groupe d'accompagnement, le disque montrait un auteur-compositeur qui s'était aiguisé avec l'âge. Les critiques ont loué la simplicité, la comparant au travail ultérieur de Johnny Cash avec Rick Rubin. Kristofferson a réenregistré 3 anciennes chansons et a ajouté 8 nouvelles, chacune reflétant le vieillissement, la mortalité et le sens de sa vie. Sa voix usée donnait aux chansons une beauté obsédante, prouvant que parfois, moins, c'est plus. 2013, à 76 ans, Kristofferson a affronté sa propre mortalité de front dans Feeling Mortal. La phrase d'ouverture « Wide awake and feeling mortal at this moment in the dream » a donné le ton à tout l'album. Il est sorti alors qu'il était confronté à des problèmes de santé préoccupants, notamment un mauvais diagnostic de démence qui s'est avéré plus tard être la maladie de Lyme. Les chansons portaient une honnêteté qui a profondément résonné. Des morceaux comme Bread for the Body et The One You Chose recherchaient la paix spirituelle, tandis que Stairway to the Bottom et Just Suppose reconnaissaient la faiblesse humaine. Les auditeurs et les critiques ont été frappés par la façon dont il a utilisé l'humour et l'humilité pour affronter les vérités les plus difficiles de la vie, créant un album qui semblait intemporel. L'année suivante, le 25 janvier 2014, il a reçu le Grammy Lifetime Achievement Award au Wilshire Ebell Theatre de Los Angeles. Malgré ses problèmes de mémoire liés à un traumatisme crânien, Kristofferson a prononcé un discours court mais sincère, disant qu'il ne se souvenait que de sa femme et de ses enfants, mais qu'il était reconnaissant pour cet honneur. Le prix a reconnu son impact sur des décennies. Des classiques comme Me and Bobby McGee et Help Me Make It Through the Night a son rôle provocateur dans la formation de la musique country elle-même. Bob Dylan l'avait autrefois qualifié d'auteur-compositeur, et cette nuit-là a prouvé à quel point c'était vrai. À 80 ans, le 17 juin 2016, il a sorti The Cedar Creek Sessions. Le double Boston album est devenu son 22e et dernier enregistrement studio et lui a valu une nomination au Grammy pour le meilleur album Americana. Il présentait des prises de vue directes intimes de nouvelles chansons et d'anciens favoris, y compris Me and Bobby McGee et Sunday Morning Coming Down. Avec les contributions d'artistes comme Sheryl Crow, qui l'a rejoint sur The Loving Gift, et de collaborateurs de longue date à la guitare, à la basse et à la batterie, l'album a capturé le sentiment d'être assis dans la pièce avec lui. C'était un adieu approprié à l'enregistrement, montrant que même dans ses années 80, sa voix et son écriture de chansons avaient encore le pouvoir d'émouvoir les gens. Janvier 2021, à l'âge de 84 ans, Kristofferson a annoncé sa retraite des tournées. La pandémie de COVID-19 ayant accéléré ce qui ressemblait déjà à une décision naturelle, il est resté bonne santé, mais a admis que le moment était venu de se retirer. Lui et sa femme, Lisa Myers, ont continué à vivre tranquillement à Hana, à Maui, où ils avaient élevé leurs 5 enfants. Les habitants l'ont souvent aperçu train de participer à de petits rassemblements musicaux. Et les touristes ont parfois été stupéfaits de voir la légende dans un cadre aussi modeste. Sa dernière performance majeure a eu lieu le 29 avril 2023, lorsqu'il a rejoint Rosanne Cash sur scène au Hollywood Bowl pour la célébration du 90e anniversaire de Willie Nelson, chantant « Loving You was easier ». Bien que ses jours de tournée soient terminés, il est resté actif à sa manière, faisant de longues promenades, passant du temps avec sa famille et même tondant sa pelouse, plaisantant, disant qu'il avait beaucoup de pelouse à tondre. Kris Kristofferson a épousé sa petite amie du lycée, Frances Beer, 1961. Elle avait ses propres rêves de devenir actrice, mais elle y a renoncé pour le suivre à Nashville et soutenir sa musique. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Tracy est né le 9 janvier 1962 et Chris Jr. est venu plus tard. Chunk, 8. Leur mariage a duré 8 ans, mais il n'a pas pu survivre à la pression de ses ambitions et de son style de vie croissant.
Au moment où sa carrière a finalement commencé à décoller 1969, le mariage s'est terminé. Francis l'avait soutenu quand il n'avait rien. Mais quand le succès est arrivé sans elle. Cette perte résonnerait dans sa vie encore et encore. Quelques mois seulement après le divorce, il a commencé une romance courte mais intense avec Janis Joplin. Ils se sont rencontrés au printemps 1970 par l'intermédiaire d'un ami commun. Ce qui a commencé comme une visite chez elle, Californie, s'est transformé semaine passée ensemble. Il se souvenait de la façon dont elle apportait des boissons le matin et, avant qu'il ne se rende compte, il était trop ivre pour partir. Il l'a convaincu d'enregistrer l'une de ses chansons, Me and Bobby McGee. Quelques jours seulement après qu'elle l'ait enregistrée, elle est décédée d'une overdose d'héroïne. Il ne savait même pas qu'elle avait enregistré la chanson avant sa mort. Lorsque le producteur la lui a fait écouter le lendemain, il a dû quitter la pièce. C'était trop. Cette chanson est devenue plus tard son premier et unique succès numéro 1. 1973, il a épousé Rita Coolidge. Ils se sont rencontrés à l'aéroport 1970 et étaient sur le même vol pour le Tennessee. Au lieu de continuer vers Nashville, il est descendu de l'avion à Memphis pour être avec elle. Leur relation semblait parfaite de l'extérieur. Ils ont eu une fille nommée Casey 1964. Ils ont même remporté 2 Grammy Awards ensemble. Mais dans les coulisses, les choses s'effondraient. La consommation d'alcool de Kristofferson avait pris le dessus et les tournées constantes l'ont aggravé. Rita a déclaré plus tard qu'il était émotionnellement violent et la faisait souvent se sentir petite. 1967, elle a fait une fausse couche et juin 1980, leur mariage de 7 ans était terminé. Elle n'a rien demandé lors du divorce, malgré tout ce qu'elle avait donné. 1976, il buvait beaucoup et ne s'attendait pas à vivre au-delà de 30 ans. Il est passé du whisky à la tequila à tout ce qui pouvait l'engourdir. Pendant le tournage de A Star is Born, il a joué un homme qui meurt dans un accident de voiture état d'ébriété. Il y avait une scène où le personnage de Barbara Streisand pleure sur son corps. Junk, 9. La regarder faire ça l'a frappé de plein fouet. Il a imaginé sa propre femme et ses enfants à ce moment-là et a décidé d'arrêter de boire. Il n'a plus jamais touché une autre bouteille. Cette décision lui a peut-être sauvé la vie. Sa consommation d'alcool avait déjà mis sa licence de pilote d'hélicoptère danger. Cette même licence avait autrefois été son plan de secours si la musique échouait. Il a qualifié sa sobriété de miracle et n'a jamais regardé arrière. Puis, 1982, il a rencontré Lisa Myers dans une salle de sport de Malibu. Elle était étudiante droit, complètement dehors du monde dans lequel il vivait. Ils utilisaient simplement le même équipement, mais quelque chose s'est produit. Moins d'1 an, ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie à l'université Pepperdine, 1983. Au cours des 11 années suivantes, ils ont eu 5 enfants ensemble. Jessie est née 1984, Jody 1985, Johnny 1968, Kelly Marie 1990 et Blake 1984. Il a dit que le fait d'avoir déménagé leur famille à Maui était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Lisa est devenue la belle-mère de ses 3 enfants plus âgés et ensemble, ils ont formé une famille de 10 personnes. Ils sont restés ensemble pendant plus de 4 décennies jusqu'à la fin de sa vie. 2006, lors du tournage de Disappearances dans le désert du Vermont, il a passé des semaines à ramper à travers la forêt pour un rôle. Son personnage avait été blessé à la jambe par balle et traîné dans les broussailles dans une écharpe. Quelque part dans cette forêt, une tique l'a piqué. Il faudrait 10 ans à quiconque pour comprendre que cette piqûre avait tout changé. Le Vermont est l'un des pires endroits du pays pour la maladie de Lyme, et Kristofferson ne savait même pas qu'il l'avait. Après le tournage, il a commencé à avoir de graves spasmes musculaires qui ont duré 8 mois. Les médecins ont dit que c'était de la fibromyalgie. Il a passé les 4 années suivantes sous analgésique, mais les symptômes n'ont fait qu'empirer. 2010, 2010, il oubliait les paroles de ses propres chansons pendant les concerts.
Parfois, il restait juste là, figé. Il a pris des médicaments pour des maladies qu'il n'avait même pas. Les amis ne pouvaient que le regarder disparaître lentement. 2013, le diagnostic est tombé. Alzheimer. Les médecins lui ont donné des médicaments puissants, mais au lieu d'aider, cela a empiré les choses. Chunk, 10. Sa mémoire a continué à s'effacer. Il a commencé à prendre de grandes quantités d'Advil pour les maux de tête, ce qui l'a rendu anémique. Il a dû suivre des traitements au fer et consulter un spécialiste. Son cœur est devenu instable et il a eu besoin d'un stimulateur cardiaque. C'était comme si toutes les parties de son corps étaient en train de défaillir. Il avait été pilote, boxeur, boursier Rhodes, et maintenant il pouvait à peine se souvenir de la raison pour laquelle il était entré dans une pièce. Puis est arrivé 2016. Lisa l'a emmené chez le Dr. Mark Feliday, un spécialiste du Whitaker Wellness Institute. Le médecin a remarqué que ses bras se contractaient et l'a dit immédiatement. Il a la maladie de Lyme. Ils ont effectué 2 tests. Le premier n'était pas clair, mais le second est revenu positif. Tout a changé du jour au lendemain. Il a arrêté tous ses médicaments contre la maladie d'Alzheimer et la dépression. Il a commencé à prendre des antibiotiques et à suivre une oxygénothérapie. Il a également fait stimuler son cerveau avec des impulsions magnétiques. 3 semaines, le brouillard a commencé à se dissiper. Lisa a dit qu'elle avait l'impression de retrouver son mari. Après 10 ans de confusion et de douleur, il savait enfin ce qui n'allait pas. Christopherson est décédé paisiblement le 28 septembre 2024 à son domicile à Maui. Il avait 88 ans. Aucune cause officielle du décès n'a été donnée, mais sa famille a mentionné sa longue bataille contre des problèmes de santé. Dans leur déclaration, ils l'ont appelé leur mari, père et grand-père, et ont dit qu'il était décédé entouré de ses proches. Ils laissent dans le deuil Lisa, leurs 5 enfants, ses 3 enfants plus âgés et 7 petits-enfants. Il s'était retiré discrètement en 2021, se retirant des projecteurs. Son dernier album de nouvelles chansons, Feeling Mortal, est sorti 2013. Le titre s'est avéré plus significatif que quiconque aurait pu l'imaginer. Le message de sa famille après sa mort était simple. Ils ont dit que chaque fois que quelqu'un verrait un arc, ciel, il devrait penser à lui souriant. Chunk, 11. Ce n'était pas juste une belle phrase. Les arcs, ciel, avaient une signification particulière pour leur famille. Pendant Thanksgiving 2024, des amis et de la famille se sont réunis dans sa maison d'Hawaï. Alors qu'ils étaient ensemble, un arc, ciel, est apparu au-dessus de l'océan. Pour eux, c'était un signe qu'il était toujours avec eux. Lisa et les enfants continuent de voir ces arcs, ciel, comme des messages de lui. De cette façon, son esprit survit, non seulement dans la musique, mais dans le ciel lui-même.